Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde de début d'après-midi. Donc l'accompagnement système d'information d'une extension européenne d'un site d'e-commerce. Bienvenue à tous, je suis Antoine Crochet-Damé du Journal du Net. Donc nous sommes partenaires de cet événement et donc c'est à ce titre que je vais animer cette première table ronde de l'après-midi. Donc nous allons aborder un certain nombre de questions lors de cette table ronde sur un sujet important pour vous tous, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Donc la déclinaison bien évidemment multilingue d'un site d'e-commerce, la question des prix dans une stratégie internationale d'un site d'e-commerce, celle du SEO aussi, qui est un point également important, mais aussi la problématique de la performance qui peut également se poser pour un site français qui se lance à l'international. Et puis, des questions plus techniques, notamment celle de l'intégration aux plateformes de back-office. Donc, pour cette première table ronde, je vais appeler trois grands témoins. Donc, d'abord, Philippe-Emmanuel Dufour. Je t'invite à monter sur scène. Donc, vous êtes manager IT de transition. Bonjour. Bonjour, prenez place. Vous intervenez notamment comme DSI à temps partagé dans un certain nombre de groupes internationaux. Et actuellement, vous travaillez pour un constructeur européen informatique avec un modèle B2B2C, donc qui souhaite se lancer sur des plateformes à l'international et donc vendre son catalogue à l'étranger. Mon deuxième témoin, c'est Berem Foudeli, Head of IT chez Darty. Donc vous êtes directeur technique du site darty.com, CTO. Mon troisième grand témoin, Guénolé Legurudec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes DSI du site Woodbrass. Donc on va tout de suite en parler parce que justement je voulais commencer avec vous parce qu'on connaît un peu moins Woodbrass que Darty. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Quel est ce site? Quel est son positionnement? Donc bonjour, Woodbrass, donc on est leader en France de la vente d'instruments de musique sur Internet. On fait 80% de notifs à peu près en France et 20% à l'étranger. Voilà. Pardon. Oui, excusez-moi. Voilà, donc que dire de plus, je sais pas. Alors, rapprochez juste un peu plus proche le micro, on me dit qu'il y a un problème avec mon micro. D'accord. Alors, je vais prendre un micro main. Excusez-moi pour ce petit problème. Là, on m'entend mieux, là? Parfait, merci beaucoup. Donc, en quelques mots, excusez-moi, donc Woodbrass, en quelques mots, votre positionnement, qu'est-ce que ce site exactement? Que vend-il? Donc Woodbrass, c'est depuis 1999 des magasins dans le 19e. Et en 2004, on a pris le virage Internet. Donc on a créé un site Internet. Maintenant, on est leader donc, en France de la vente d'instruments de musique. Accessoirement, cette année, on ouvre une école de musique aussi. Notre slogan, c'est « La musique est à tout le monde ». Donc on essaye de promotionner la musique et la pratique musicale. Voilà, on fait donc 80% de notifs, je disais, en France et 20% à l'étranger à peu près. Parfait. Alors, juste avant de vous poser ma première question, je voulais simplement préciser qu'il est possible de poser des questions par SMS, donc au 06 33 12 06 2 x 33 12 16. En précisant donc le hashtag ECP14, donc également par Twitter avec le hashtag ECP14, suivi de votre message. Ou bien vous pouvez également poser des questions par l'application mobile livy.com/ecp14, liv2e.com/ecp14. Voilà. Alors, première question, Guénolé Legurudec.
Vous avez donc décliné votre site en 7 langues, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots comment vous avez géré cette déclinaison multilingue? En quelques mots pour commencer. Alors en fait, en 2004, on a fait le choix de partir avec OS Commerce, donc qui est une solution open source de sites marchands, qui supporte nativement le multilingue. Donc on était à l'époque en 4 langues dès le départ, français, allemand, espagnol et anglais. Tout est traduit en fait jusqu'au la navigation, les catégories, les différentes catégories, les désignations courtes des produits. Par contre, après, au niveau du descriptif, on traduit que les 20-80. Ça sert à rien de traduire tout. Donc voilà. Et OS Commerce qui était adapté, donc bien adapté au multilingue. Alors, OS Commerce correspondait à l'époque, effectivement, globalement, ça fonctionne. À tous nos besoins, voilà. D'accord. Bon, depuis, il a été redéveloppé from scratch, mais c'était... en fait, quand je suis arrivé chez Woodbrass, c'est ce que j'expliquais, il y avait en gros, les commandes tombaient sur un ordinateur et on ressaisissait les commandes dans le back-office. Donc, ce que j'ai fait, c'est on a créé une brique globale qui permet donc de gérer les commandes et de les basculer directement à nos prestataires. D'accord. Alors, sur justement, Philippe Emmanuel Dufour, sur la question du CMS ou du système de gestion d'e-commerce, donc qui est quand même une question importante liée justement à cette problématique multilingue. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Parce que vous avez analysé la question. Donc, bien évidemment, quand on se lance à l'international, l'aspect gestion multilingue dans un CMS ou dans un site d'e-commerce est un point clé de critère de choix. Absolument. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que la plupart des solutions d'e-commerce du marché, hein, que ce soit les solutions open source comme PrestaShop, Drupal Commerce ou Magento dans une moindre mesure et les autres solutions payantes du marché, aujourd'hui elles intègrent toutes la possibilité de traduire un site et de faire du multistore en fait en européen. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est la traduction du catalogue produit et la gestion du catalogue produit en multilingue. Parce que comme l'expliquait Guédolé, la problématique, c'est qu'il va falloir traduire non seulement les catégories, les descriptions produits, mais les descriptions longues, et ça, ça peut être un budget quand même relativement conséquent quand on fait effectivement un déploiement à l'international, puisque les descriptions longues, si on les fait en 7 langues, ça peut très vite chiffrer en termes de traduction. Donc on peut avoir différentes possibilités, soit on s'en remet à la solution et au back-office de la solution e-commerce, la plupart permettent de pouvoir effectivement traduire le catalogue produit et de le gérer à l'international. Soit on fait le choix de garder une base de données en fait en propre, sur laquelle on va garder une base de données référence qui peut être la française ou l'anglaise selon le marché sur lequel on souhaite se lancer, et après agréger au fur et à mesure les traductions par produit et par catégorie. Est-ce qu'il y a certains CMS ou systèmes de gestion d'e-commerce qui sont meilleurs dans cette cour-là? Oui, aujourd'hui, clairement, des solutions comme Magento, bien sûr, sont très performantes sur la question. Puisque en plus de la partie purement description produit, on peut développer du contenu additionnel autour des produits. Après, des solutions comme Drupal Commerce permettent également aussi de pouvoir créer des traductions de catalogues produits assez rapidement. C'est pas toujours intuitif. Il faut avoir soit un intégrateur, soit des connaissances quand même pour pouvoir aller vraiment où est-ce qu'on souhaite en termes de traduction. Mais bon, l'avantage de solutions comme Drupal Commerce ou même PrestaShop, qui permet également de le faire, c'est d'avoir une communauté qui est quand même relativement présente, et donc les questions en la matière sont souvent répondues assez rapidement pour pouvoir aider les développeurs à avancer sur le sujet. Alors pour poursuivre juste par rapport à ce sujet-là du choix du CMS, mais juste avant quand même une autre question sur la question de la TVA, parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Donc là, la réglementation change et c'est vraiment un point clé, on est d'accord, hein? Oui. Alors, à partir du 1er janvier 2015, notamment pour les produits dématérialisés, il y a une nouvelle donne à prendre en compte, c'est que la TVA va être régie de la même manière que la TGA pour les biens de consommation. C'est-à-dire que la TVA dont
le site e-commerce doit s'acquitter sera la TVA du pays où le bien ou le service a été acheté. C'est ça. Donc du coup, ça peut nécessiter dans certains cas des développements supplémentaires pour pouvoir bien redispatcher la TVA. Bon, l'avantage pour les services dématérialisés, on parle ici d'e-book ou de musique électronique, entre autres, ou de musique, je veux dire, de sites de musique ou de services dématérialisés, c'est que contrairement aux biens de consommation, en l'occurrence, il faudra uniquement déclarer sa TVA sur un guichet unique. Donc ce qui va simplifier après au niveau des systèmes de comptabilité le dispatch de la TVA pour les produits dématérialisés. D'accord. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour ceux qui souhaitent effectivement développer des services de biens dématérialisés. Voilà. Et là encore, sur la question du choix du CMS, quand on se lance dans un tel projet international, sur la question de la gestion de la TVA, ça peut être aussi un critère de choix de savoir qu'on a cette capacité-là intégrée dans le CMS ou le système de gestion d'e-commerce. Tout à fait. La plupart des solutions aujourd'hui intègrent le fait de pouvoir faire du multistore et en multilingue. Et à partir de là, en fait, de pouvoir paramétrer aussi les règles de taxes par rapport aux différents pays. Donc ça, on peut le faire facilement pour les biens de consommation. Ça sera la même chose pour les biens dématérialisés. Merci. Et alors, je voulais juste poursuivre avec vous, Guénolé Le Gurudec, sur la question liée aussi à la facturation, mais plus sur l'impact côté back-office. Là, quand on se lance à l'international, ça veut dire aussi quand même pas mal de questions à se poser. Au-delà de la TVA, aussi sur la facturation, il y a tout un tas de questions à se poser aussi liées à ça. On est d'accord, hein, c'est pas uniquement la TVA, c'est, j'allais dire, le prix de façon très globale. Oui, notamment pour les cotax, par exemple, qu'on doit facturer. Les vendeurs étrangers qui vendent en France ne sont pas soumis à l'écotaxe. Par contre, nous, on y est soumis. Les en-têtes de facture, il faut que ce soit spécifié dans les langues locales. Des numéros de TVA intracom, des choses comme ça. Effectivement, il faut faire attention à tout ça. Alors, c'est vrai que je vous pose la question, c'est pas anodin, parce que chez Woodbrass, vous avez quand même, on peut le dire quand même, une gestion un peu particulière des prix aussi. Hein. Voilà, vous avez sur cette partie-là une stratégie bien spécifique. Tout à fait. En fait, pour pénétrer les marchés, on va dire, des pays frontaliers, on a une politique de prix agressive. Donc, en fait, pour une même référence, on a plusieurs prix, on a des prix locaux. Donc, on est obligé de faire ça. Enfin, on est obligé de faire ça. C'est notre politique. On essaye de créer vraiment le buzz pour vendre des instruments, notamment en Espagne, par exemple. Mais on est aussi obligé de faire ça dans d'autres pays où la TVA est plus chère. Et donc, les fournisseurs, on est obligé d'augmenter le prix pour ne pas prendre la différenciation de TVA sur notre propre marge. Voilà. Et vous avez aussi développé un outil justement pour vos fournisseurs. Hein. C'est aussi ça la question, c'est-à-dire tout à fait. Alors, par rapport à cette question-là précise. Alors, on a un outil qui permet d'analyser, qui va faire des collectes sur nos sites de concurrents la nuit, et qui, le matin, quand les responsables produits arrivent, ils ont un état des lieux de leur offre, avec si en France ils sont au prix, si dans tel pays ils sont au prix, etc. Voilà, avec des tableaux assez simples, rouge ils ne sont pas au prix, vert ils sont au prix, voilà. Et ça nous permet d'être agressif et de pouvoir justement faire de la progression dans ces pays-là. Alors je voulais poursuivre ensuite avec vous, Berem Foudeli, sur Darty.com. Donc, alors vous, c'est vrai que vous sortez un peu du lot des grandes stratégies de développement e-commerce à l'international. Alors, comment vous démarquez-vous justement ? Vous avez une démarche un peu différente. Hein. Déjà, oui. Bonjour à tous. Donc déjà, notre démarche n'est pas d'aller vers l'international, c'est plutôt de concentrer notre activité en France. Donc l'international, on le connaît.
Mais aujourd'hui, on a l'expérience aussi, hein, technique. Je parle toujours d'un point de vue technique. Mais aujourd'hui, on se concentre plus sur notre activité en France. En fait, la spécificité de la démarche émane de notre organisation qui est historique. Hein. C'est que Darty est organisé en filiales. Une filiale, c'est un groupement de magasins par région. Et le site web est un magasin dans une filiale qui est par défaut l'Île-de-France. Et donc pour nous, ajouter un magasin ou ajouter un pays revient à ajouter une filiale dans notre SI centralisé. Après, notre sujet, c'est l'e-commerce. Donc, pour faire la transition, l'e-commerce, c'est une vitrine. Aujourd'hui, notre site, il est consultable partout. Hein. On passe par des CDN. On n'a pas parlé encore de la qualité de service. On va en parler, c'est prévu. Mais l'ajout d'un pays ou le retrait d'un pays pour Darty revient à ajouter un magasin ou à retirer un magasin sur notre SI centralisé. Et après, avec de la customisation, bien sûr, frontale sur le site. Merci. Alors, autre question dont on a commencé un petit peu à parler, c'est celle du back-office quand même. Parce que vous, là, en l'occurrence, vous avez quand même de grosses problématiques par rapport à ça. Alors, peut-être un point sur le back-office. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros de quoi il est composé? On est sur du mainframe. D'accord. Il existe encore chez Darty. On en sort peu à peu, mais on est sur du mainframe. On a aussi d'autres ERP plus récents qui sont SAP et d'autres produits. Et comment ça s'intègre au site? Le mainframe, c'est des transactions centralisées. C'est-à-dire c'est une vente, elle va passer forcément à un moment ou à un autre par le mainframe. C'est toute la vente et toute l'opération de vente, ajout, panier et vente, elle est gérée au niveau de nos frontaux. Aujourd'hui, on se base sur une solution d'IBM qui est WebSphere Commerce. Il y a plein d'autres briques, mais essentiellement WebSphere Commerce. Et la vente, elle est finalisée sur les frontaux de vente, donc les outils sur WebSphere. Et en back-office, c'est en asynchrone que les transactions vont aller alimenter nos serveurs centraux pour essentiellement des raisons financières et fiscales. C'est-à-dire le temps réel, il n'est pas géré au niveau du mainframe. On a une question qui SMS, donc je la prends tout de suite puisqu'elle concerne la TVA. Donc je pense que c'est une question pour Philippe-Emmanuel Dufour qui a bien étudié la question. Donc la question est la suivante. La TVA sur les biens dématérialisés est la même quelle que soit la nature des biens, ou est-ce que ça dépend de la nature du produit vendu? Ça va dépendre des États membres, hein, puisque en France, on a effectivement, bon, là en l'occurrence, les produits dont on parle, qui sont le gaming, les e-books ou la musique principalement. Effectivement, sur les produits culturels en France, il y aura une TVA minorée par rapport à la musique ou au gaming, par exemple. Maintenant, les autres pays de les autres États membres de l'Union européenne auront des politiques différentes par rapport à ça. Donc là, il faut effectivement se rapprocher de la législation locale pour pouvoir édicter dans les back-office les règles de TVA à appliquer en fonction des pays où on souhaite se développer. Merci. Alors, Guénolé Le Gurudec, je voulais poursuivre avec vous en revenant sur la question justement du back-office. De votre côté, comment est-ce que vous gérez justement cette question du back-office dans un projet d'internationalisation de site? Finalement, est-ce que c'est quelque chose de simple? Est-ce que ça passe simplement par l'ajout d'une filiale dans l'ERP? Comment vous faites de votre côté? Alors, en fait, le back-office et le front-office, c'est entièrement développé en interne. D'accord. Donc déjà, on a la main sur tout. Comme je disais au préalable, OS Commerce prévoit le multilangue. Donc au niveau du front-office, il n'y avait pas trop de soucis. La notion de TVA également est gérée directement dans OS Commerce. Donc pour ça, on était plutôt clean. Et après, au niveau du back-office, on a géré en fait toutes les spécificités. À chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, en fait, on doit déclarer la TVA qu'à partir d'un certain montant facturé dans ce pays. Tant qu'on n'a pas atteint ce montant, on peut facturer encore à la TVA française. Donc, à partir de quel montant
Vous ne savez pas? Je crois que c'est 100 000 euros, mais je D'accord, je peux pas d'accord. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce montant, il n'y a pas de souci. Dès qu'on a atteint ce montant, en fait, on crée dans notre back-office, on crée le code de TVA spécifique, on l'associe au pays, et dès que le produit est envoyé dans le pays spécifié, ça change automatiquement le code de TVA, et voilà. D'accord, d'accord. Alors, mais encore une fois, c'est facile. C'est un produit qu'on a développé de A à Z. Donc c'était assez simple pour nous. On y a pensé dès le début. Par exemple, quand on a rajouté les 3 langues, on a rajouté l'italien, le portugais et le hollandais. En tout, ça nous a pris à peine 15 jours. Alors justement, là, vous évoquez les questions à se poser dès le début. J'ai une question SMS, justement, sur le sujet. Quelles sont les 3 premières questions à se poser avant de démarrer? Donc ça en fait partie déjà. Quelles peuvent être les autres questions? Je ne sais pas qui veut répondre vraiment les questions clés qu'on a à se poser au départ, avant de commencer, pour ne pas se planter finalement. En fait, à la conception, il faut savoir sur quel marché effectivement on va étendre son produit et son site e-commerce. Aujourd'hui, la question de la traduction dans les différentes langues est presque accessoire, j'allais dire, puisque, comme on l'expliquait, la plupart des solutions vers lesquelles on peut se tourner vont permettre cette traduction assez facilement, puisque bon, voilà, des sites comme PrestaShop ou autres sont aujourd'hui traduits en plus de 17 ou 20 langues, donc il y a l'embarras du choix. Non, la question, comme je le disais tout à l'heure, ça va être au niveau du catalogue produit, déjà d'une part, savoir comment on va le gérer. Est-ce qu'on s'en remet à la solution e-commerce pour gérer effectivement ce catalogue produit, ou est-ce qu'on va garder sa gestion de catalogue produit en interne et ensuite la mettre à disposition du site e-commerce? Ça peut être le cas pour des commerces qui ont déjà par exemple un magasin physique et qui veulent peut-être mutualiser leur stock, et donc ils vont vouloir garder effectivement leur base de données produits telle qu'ils l'ont aujourd'hui, leur catalogue produit tel qu'ils l'ont aujourd'hui, et le mettre à disposition du site internet. Donc ça fait partie des questions qu'on doit se poser en amont. Et après, le troisième point, effectivement, c'est comment je vais faire pour gérer en temps réel, effectivement, ma prise de commande et derrière toute la partie expédition, etc. Donc ça fait partie des questions de base, en fait, puisque si on est basé en France, notamment, et qu'on doit commencer à envoyer des produits à travers l'Europe, il y aura forcément des coûts induits par toute la partie livraison également. Donc savoir comment je gère ça. Est-ce que je gère ça avec des systèmes type Colissimo? Est-ce que je gère ça avec des partenaires locaux en faisant des envois groupés et du dispatch après sur place? Il y a d'autres questions effectivement à ce niveau-là. À avoir en tête. Alors là, c'est vrai que c'est peut-être une parenthèse parce qu'on sort un petit peu de l'IT, mais Berhem Foudali, justement, sur la question de l'expédition, ça c'est une question que forcément vous êtes posé déjà. Donc en quelques mots, vous, comment vous avez imaginé la chose chez Darty pour l'étranger? Moi, d'un point de vue non technique, c'est une question qui se pose parce qu'aujourd'hui, Darty s'engage vis-à-vis de ses clients en termes de service, en termes de livraison et conditions de livraison et contrat de confiance. Donc on ne peut pas livrer, aujourd'hui on n'a pas ni les moyens logistiques ni les moyens humains pour faire de la livraison en dehors de la France. Cela dit, l'expédition, c'est une question qu'on s'est posée. On peut expédier à la limite dans les pays limitrophes. Par contre, la problématique de TVA, c'est celle qui pose problème aujourd'hui. Il y a des problématiques juridiques aussi. Et le dernier frein à ça, c'était qu'on a quelques enseignes Darty qui sont présents dans les pays. Il faut savoir, parce qu'ils ont toute l'autonomie dans ces pays-là, en termes de magasins, en termes d'enseignes, de marketing, informatique aussi. Ils ont leur propre site, avec leur propre enseigne, et on ne va pas faire générer du cannibalisme un peu de notre enseigne au sein même des pays limitrophes. Donc c'est un sujet qu'on étudie. D'un point de vue technique, c'est des choses qui sont totalement réalisables et rapidement. Il n'y a pas de frein technique à ça. La balle, elle est plutôt côté juridique
et marketing et métier. Tout à fait. Chez nous, voilà. Même chose chez Woodbrass, c'est le même... Même chose, nous on parle toujours de l'expérience utilisateur par rapport au site web, mais ce qui est important aussi, c'est que quand le client reçoit son produit, qu'il ne soit pas cassé, qu'il soit heureux de le recevoir. Donc c'est vrai que nous, pour l'étranger, on bosse avec Chronopost, pour ne pas les nommer, pour être sûr d'avoir un vrai service de qualité. D'accord. Alors, il y a la question de la livraison des produits, mais il y a aussi la question finalement de la livraison des pages et de la performance en fait d'accès aux pages. Donc là, c'est un point sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Berem Foudeli, chez Darty, hein, notamment autour de la question du CDN. Hein. Clairement, la performance du site, c'est un point critique chez nous et prioritaire, hein, que ce soit en France ou en dehors de la France. Et pour ça, on investit chez Darty, on investit pas mal là-dedans. D'ailleurs, on a eu quelques prix aussi récemment sur la performance, on est bien classé. Donc nous, on se base sur un CDN, hein, comme à peu près tous les sites marchands qui sont présents au-delà de la France. Et on utilise la solution la plus chère, hein, Akamai, pour des raisons de référencement et pour des raisons de performance essentiellement et de services de sécurité. Maintenant, les performances sont aussi assurées par un système centralisé qui est performant, par une supervision aussi précise de tous les indicateurs de performance, que ce soit externe ou interne. Donc on sait à un instant T quel est le temps pris par nos scénarios, par les étapes de nos scénarios d'achat. On sait quel est le temps de réponse de nos serveurs, quels sont les temps de réponse de nos serveurs, quel est le ressenti client et quel est l'état de notre réseau à un instant T. Donc je pense que c'est primordial pour un site e-commerce. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, le Guénolé, le Gurudec, du côté de Woodbrass, vous y avez pensé? Tout à fait, on a pensé à installer un CDN aussi, à bosser avec Akamai également, mais ça coûte vraiment trop cher. Pour nous, on a des petites marges, donc on a préféré justement taper sur les prix, essayer de se faire une réputation avec une réputation de broker un peu sur les instruments de musique, quitte à avoir un site qui est plus lent, mais qui incite quand même les gens à venir commander chez nous. Et on verra plus tard si Akamai baisse ses prix ou... Alors Philippe-Emmanuel Dufour, sur cette question-là, on peut dire quand même aussi, le préciser, le rappeler, qu'il y a d'autres solutions que le CDN. Pour faire de la performance à l'étranger, on peut aussi optimiser son site. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus s'appuyer à 100% sur l'objectif d'un CDN. Il y a déjà beaucoup de travail à faire sur son propre site en termes d'optimisation, que ce soit sur la partie front office ou même sur la partie échange avec les bases de données. Donc aujourd'hui, la plupart des solutions permettent d'avoir des systèmes de caching assez performants également pour délivrer les pages beaucoup plus rapidement à l'utilisateur, ce qui peut permettre dans la plupart des cas d'avoir des performances acceptables à travers l'Europe. Après, il y a aussi la possibilité d'opter pour des systèmes d'hébergement dans le cloud qui permettent, selon les endroits d'hébergement, de pouvoir rapprocher en fait le site de l'utilisateur sans forcément être au même niveau qu'un CDN. Mais voilà. Tout à fait. Donc il y a des alternatives qui existent effectivement avant de pouvoir passer chez Akamai. Oui, Berem Foudeli, oui. J'ai juste un petit truc à ajouter par rapport à l'utilité ou non du CDN. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le prix de la bande passante, ce n'est pas le prix de la bande passante il y a 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui, on peut se permettre d'agrandir un peu les tuyaux d'accès. Il y a aussi des plateformes qui ne font pas forcément du CDN, mais c'est du cloud, type AWS. Ou Amazon aussi, Akamai aussi qui fait du service Net Storage, qui permettent de déposer des éléments statiques sur Internet ou des vidéos et de décharger, d'assurer des performances meilleures là-dessus. Donc il y a des solutions intermédiaires qu'il faut vraiment ne pas hésiter à les exploiter. Ne pas négliger. C'est toujours une question de budget. Hein.
Alors, sur la question aussi importante, hein, qui était bien notée dans le programme des transactions financières donc sur d'autres pays, hein, qui fait aussi partie des questions clés pour lancer un site d'e-commerce à l'étranger. Donc là, il y a beaucoup de questions SMS, Twitter, notamment là, j'en lis une. Le fait d'intégrer un système prestataire d'encaissement intermédiaire de gestion de transactions est-il une bonne idée ? Êtes-vous pour? Donc ça, c'est la question en fait finalement des prestataires de transactions financières. Du côté de Woodbrass, comment vous gérez cet aspect-là? Vous avez un prestataire, plusieurs prestataires? Comment ça se passe? Parce que là, c'est vrai que vous êtes quand même sur 7 langues, c'est important. Comment vous gérez cet aspect? On a plusieurs prestataires parce qu'en fait, ils ont chacun leur spécificité. Notamment, juste, je vais citer un exemple, en Hollande, ils ont un système de paiement qui s'appelle iDeal, qui est un espèce de virement de compte à compte. Voilà, donc on bosse avec iPay qui nous intègre cette solution. Voilà, ça permet d'avoir uniquement un seul interlocuteur. Puis l'avantage, c'est qu'il parle français, parce que derrière, pour avoir des équipes techniques qui parlent les 7 langues, c'est pas simple non plus. Du côté de Darty, comment vous gérez l'aspect transactions financières par carte? Comment ça se passe? Vous avez un fournisseur, plusieurs? Un seul fournisseur c'est Atos, Worldline. Hein. Le leader mondial. Et c'est lui qui assure toutes les transactions, paiement en magasin et sur le site web. Après, d'autres aspects qu'on gérait avant chez lui, qui est l'aspect scoring et antifraude, qu'aujourd'hui on gère, c'est d'autres partenaires. Mais c'est 2 aspects complètement indépendants. D'accord. Et sur la partie internationalisation, dans ce domaine-là précis, il n'y a pas de questions techniques particulières d'intégration? Non. Il n'y a pas de spécificité? Pas de spécificité technique si on était amené à le faire demain. Mais aujourd'hui, tel que c'est géré aujourd'hui, c'est par les entités internationales elles-mêmes qui juridiquement gèrent aussi les transactions sur leur sol. Mais techniquement, aujourd'hui, c'est des API qu'on maîtrise et qui sont présents sur nos serveurs. Et ajouter un pays ou ajouter un mode de paiement, c'est un truc qui est largement faisable et techniquement assez simple techniquement. D'accord. Alors là, j'ai une autre question Twitter, SMS qui vient de tomber sur le même sujet. La question en fait de savoir comment gérer les différentes monnaies, puisqu'en Europe c'est le cas, il peut y avoir différentes monnaies. Donc comment fait-on pour intégrer cet aspect-là dans le dispositif? Qui veut répondre? Nous, par exemple, on a 3 devises sur notre site, donc livre sterling, dollar et euro. Et donc on a un taux de conversion dans le back-office qui se met à jour. Et par contre, on fait toute la facturation en euros. On retranscrit tout en euros pour la compta. D'accord. Vous appliquez une marge sur le change ou pas? On pourrait payer le CDN avec. Non, on ne fait pas. Alors, je voulais quand même aussi aborder la question spécifique du référencement, parce que c'est quand même aussi, alors c'est pas forcément de la responsabilité toujours de l'IT, mais ça peut l'être. Hein. Alors sur cette question-là spécifique, Philippe-Emmanuel Dufour, est-ce que quand même il y a des aspects à avoir en tête, importants, quand on se développe comme ça à l'étranger? Oui, donc comme vous l'avez précisé, la SI est rarement le spécialiste référencement, mais c'est vrai qu'on peut mettre en place des best practices puisqu'il faut les intégrer assez tôt dans les développements. Et donc notamment, en général, on travaille sous l'impulsion des services marketing et ou des agences qui permettent d'établir un plan de référencement performant et donc d'intégrer ces éléments en fait dans le développement en amont. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, avec les changements réguliers d'algorithmes chez Google, il ne s'agit plus de faire un référencement une fois pour toutes pour espérer rester en première page de Google ou autre, puisque aujourd'hui, ce que va récompenser en partie Google, ça va être, entre autres, et les moteurs de recherche, c'est la qualité du contenu également, et la fraîcheur et la nouveauté.
Donc c'est important aussi quand on réfléchit à mettre en place, mais ça c'est plus général, j'allais dire, hein, c'est pas uniquement à l'international, c'est d'avoir effectivement non seulement un catalogue produit qui va suivre les descriptions des constructeurs par rapport à leurs produits, mais c'est aussi important de pouvoir développer du contenu riche autour de ces produits, notamment d'avoir des avis utilisateurs, d'avoir un certain nombre de choses voilà, qui va permettre d'enrichir ce produit et de pouvoir donner un meilleur référencement au global au catalogue produit. Alors justement, j'ai une question SMS Twitter sur le sujet. Peut-on, doit-on gérer le référencement de manière différenciée selon les pays? Non, très concrètement, aujourd'hui, le référencement par pays va bien sûr être lié à des mots-clés dans chacune des langues. Ça c'est évident. Mais là, c'est pareil, il y a quand même beaucoup d'outils à disposition qui permettent d'avoir les tendances en fait, sur les requêtes les plus populaires, ne serait-ce que par les outils AdWords ou autres, et de pouvoir mettre en place une stratégie de mots-clés qui soit relativement performante par rapport à ça. Alors, dans chacun des pays. D'accord. Alors justement, Guénolé Le Gurudec du côté de Woodbrass et Berem Foudeli du côté de Darty, comment vous adressez ces questions de référencement? Comment ça se passe sur le terrain dans vos directions techniques respectives? Alors, le référencement, déjà, on a le service marketing qui est dédié, on a des services marketing dédiés à chaque pays qui permettent de mettre en place du backlinking, du partenariat avec des forums locaux, voilà, des choses comme ça. On a aussi des agences d'affiliés locales qui permettent d'avoir des affiliés justement du pays en question. Et après, pour le référencement, effectivement, il n'y a pas trop de différenciation. C'est comme le référencement en France. C'est pareil, sauf qu'il y a des spécificités dans le code pour dire que la page est en espagnol, par exemple, et des choses comme ça. Mais il n'y a pas de particularité. Par contre, il faut vraiment que le site soit complètement traduit. La catégorisation, la navigation, c'est hyper important. Comment dire, si la page... Parce qu'on peut spécifier... Il faut avoir un sitemap, par exemple, dans la langue, etc. C'est vraiment... En fait, il faut appliquer les recommandations de Google à chaque déclinaison. C'est vraiment ça le message. Hein. Exactement. C'est vraiment important que les pages soient vraiment bien traduites parce que si Google voit trop de mots en anglais alors qu'on dit que la page était en espagnol, il ne la prendra pas en compte. Et oui, donc effectivement, on en avait parlé, mais chez Darty, vous n'avez pas directement en charge le référencement, hein, c'est géré côté MOA. Côté MOA et côté marketing, oui. Nous, on s'occupe que de la partie technique, on va dire tout ce qui est CDN, qui intervient dans le référencement. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, si l'accès aux pages est trop lent, Google peut grever le référencement d'une page parce que son accès est trop lent. Et donc là, effectivement, la direction technique peut avoir un rôle clé à jouer. Exactement. Donc il y a parfois des redirections à mettre en place parce qu'il y a des pages, des vieilles pages qui sont très bien référencées qu'on veut garder, donc on se base sur des redirections. Donc ça se fait à un autre niveau technique. Il y a aussi le dépôt ou le changement des fichiers robots.txt qui permettent aussi de gérer le référencement technique. Après, toute la partie référencement site d'un point de vue métier, c'est géré par le marketing et par une entité vraiment spécialisée qui a des indicateurs en input et qui, en fonction de ça, fait son travail de référencement. Et on est allé même un peu plus loin que ça, c'est-à-dire on a donné parfois l'accès à des pages web, accès en écriture, pour modifier le code par l'équipe métier, pour ajuster des balises ou ajuster des métadonnées dans les pages pour améliorer encore plus le référencement et leur permettre de faire ça de manière vraiment agile et non pas entrer dans un process d'une semaine pour modifier une balise. Oui, Philippe, là où la SI peut aussi agir, bien sûr, c'est au sein même du code, puisque aujourd'hui on évolue vers du HTML un petit peu plus riche, notamment avec HTML5, et ce qu'on commence à appeler le HTML sémantique, qui va permettre de spécifier dans ces blocs de pages à quel type de contenu en fait ça correspond. Si c'est de la vidéo, si c'est une description produit, si c'est un avis utilisateur et autres. Et là où on peut effectivement intervenir d'un point de vue SI, c'est sur un certain nombre d'automatisations à mettre en place
Je pense parce que bon, c'est des best practices, ça prouve pas que le référencement sera meilleur, mais c'est toujours bien de l'avoir. C'est sur les sitemaps notamment, qui sont vraiment les cartes du site web. Et quand on a des nouvelles références qui rentrent, que ce sitemap soit mis à jour régulièrement et automatiquement. Donc là, la SI peut intervenir pour développer effectivement les scripts qui vont permettre d'avoir un sitemap toujours à jour et de ne pas avoir de contenu obsolète non plus sur son site. Merci. Alors je vois une autre question SMS Twitter. La question finalement de l'échelonnage du projet qui peut être quand même assez important. Finalement, est-ce que faut-il se lancer d'un coup ou bien pays par pays de façon incrémentale? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez en termes de processus de déploiement finalement? Nous j'ai envie de dire, une fois qu'on met les mains dans le code, tant qu'à faire, autant en passer plusieurs d'un coup. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on en a fait 3 dernièrement d'un coup là. Et puis comme ça, on prépare on fait des extractions Excel, on envoie des boîtes de traduction. Les boîtes de traduction nous renvoient les fichiers traduits, on les intègre directement. Voilà. Ça permet d'être. Je trouve que c'est plus efficient d'en faire plusieurs d'un coup. D'accord. Donc ça veut dire qu'on met en place le processus technique de base et puis ensuite on déroule. Exactement. Ça, hein? Exactement. À partir du moment où il y a 2 langues, on peut en avoir 20 si on le souhaite. D'accord. Berem Foudeli, vous, qu'est-ce que vous recommandez par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut faire progressivement. Progressivement. De mon rôle et ma vision des choses aujourd'hui chez Darty, et il faut procéder parce qu'il y a le frein aujourd'hui n'est pas technique pour une extension. Ça, il faut que ce soit clair. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre développement s'en fait en interne aussi chez Darty, donc on maîtrise un peu l'outil technique. Le frein va être plus juridique et logistique. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire peut-être progressivement, parce que ces systèmes-là sont un peu plus lourds à modifier qu'une page web. Philippe-Emmanuel Dufour, un mot par rapport à ça? Non, par rapport à ça, moi je vais être entre les deux forcément, puisque ça va dépendre du projet. Sur un projet comme Woodbrass, où ils ont travaillé effectivement, je pense, sur leur livraison à l'Europe de manière un peu centralisée. Bon, sur un système comme Darty, vous avez une logistique qui est beaucoup plus lourde. Donc c'est vrai qu'après, tout va dépendre de la taille du projet, je pense, et des ambitions. Si effectivement on souhaite avoir une présence forte sur un marché qui implique une logistique un peu plus lourde, effectivement, il va falloir lancer pays par pays pour pouvoir notamment animer les marchés pays par pays. Maintenant, si on a un point central qui est en France, ou si on est sur des produits dématérialisés, là, en l'occurrence, il n'y a pas de frein à lancer un pays avant un autre, puisque là, en l'occurrence, le lancement d'un pays va se résumer, comme on l'a dit, aux traductions, à la gestion du catalogue, après aux mises en place des règles de taxes, des conditions générales d'utilisation voilà, les locale. principaux points là. Voilà. C'est vraiment ces points-là que vous résumez, les principaux points de mise en place pour un pays, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. C'est commencer par le traduire et puis ensuite vérifier qu'on est bien raccord sur les taux de change s'il y a besoin par rapport aux devises, sur les taxes locales, sur les conditions générales d'utilisation qui elles aussi souvent sont à localiser. Et derrière, est-ce qu'on a le prestataire aussi qu'il faut est-ce qu'on dialogue bien avec son prestataire? Les mentions légales également? Pardon? Les mentions légales. Voilà, les mentions légales, les conditions, oui, bien sûr. D'accord. Les conditions de vente sont localisées naturellement. D'accord. Et là, c'est plus un problème juridique qu'après que technique. Parfait. On avait justement une question par rapport à ça, donc c'est très bien. Alors je vais peut-être laisser la parole à la salle un petit peu directement, puisqu'on a eu beaucoup de questions SMS, Twitter, mais peut-être que certaines personnes veulent prendre la parole de vive voix, soit éventuellement pour une remarque ou un témoignage également, ou une question à nos invités. Monsieur? Bonsoir. Je voulais savoir, dans le cas où vous utilisez des versions open source d'un logiciel de e-commerce, est-ce que vos versions finissent par devenir propriétaires parce que vous faites toutes les modifs vous-même et que vous vous décalez complètement par rapport au produit initial, ou est-ce que vous reportez une partie de vos modifs dans le logiciel de base, quoi? Alors là, je pense que Guénolé Le Guridec va pouvoir vous répondre, parce que c'est vraiment une question pour vous, je pense. Alors, en fait, au début, donc, on faisait des contributions.
donc pour envoyer au niveau de la communauté. Et en 2000, donc alors attendez, ça c'était en 2004, en 2006, on a tout redéveloppé le site en fait. Donc maintenant il n'y a plus rien d'OS Commerce, tout a été complètement redéveloppé. Donc depuis on ne fait plus de contribution. Mais au début effectivement on remontait. C'est du spécifique complet. C'est du spécifique complet maintenant. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que c'est énorme, hein. Moi, je travaille sur un logiciel qui est très très gros, avec de multiples modules. J'aime vous dire que vous devez avoir un mal de chien, non, pour tout reprendre comme ça, ou alors... On s'ennuie pas, on s'ennuie pas. On est 6 au service info, oui. On s'ennuie pas. Ouais. Ah oui. Une autre question? C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions SMS Twitter, donc merci à tous, merci à nos intervenants, merci beaucoup, c'était très très intéressant pour vos témoignages, étaient particulièrement pertinents. Bonne fin d'après-midi à tous, merci beaucoup.